Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Info JT. Dans l'actualité aujourd'hui, Haïti toujours avec comme invité du jour Michel Ducret, président de la délégation départementale de la Croix-Rouge française, mais aussi le salon de l'étudiant, le don du sang et enfin un sujet sur les coiffeurs bio. Moins d'une semaine après le séisme qui a ravagé Haïti, de nombreuses associations se mobilisent, parmi elles la Croix-Rouge française. Michel Ducret, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la délégation départementale du Rhône de la Croix-Rouge française. Tout à fait. Alors, première question, quelle est aujourd'hui la situation en Haïti ? Haïti est un pays de 8,5 millions d'habitants. La ville de Port-au-Prince, 2,5 millions à 3 millions d'habitants, elle est rasée à 90%, mais pas seulement elle. D'autres villes d'Haïti ont été rasées à 80 ou 90%. On pense qu'il va y avoir entre 1,5 million et 2 millions de personnes ayant tout perdu, aux alentours de, très difficile à dire, 200 000 morts, et probablement 250 000 à 300 000 blessés. Que fait la Croix-Rouge ? Comme d'habitude dans le cadre de très très grandes catastrophes, la Croix-Rouge dispose dans l'urgence immédiate d'une organisation qui s'appelle l'ERU, qui s'appelle les équipes de réponse humanitaire d'urgence, qui peuvent mobiliser dans les 24 heures un certain nombre de centaines de personnes à travers le monde. Pour vous dire, il y a 12 personnes dans le Rhône qui font partie de l'ERU. Ces 12 personnes ont été ou vont être mandatées pour aller sur place. Ce sont en général des spécialistes des grandes catastrophes, donc des spécialistes pour traiter les tremblements de terre, pour traiter les inondations. Et la Croix-Rouge française a une spécialité, c'est le traitement de l'eau. C'est-à-dire qu'en quelques heures, nous pouvons implanter sur la zone de catastrophe des installations pour traiter l'eau et l'hygiène. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les 48 heures qui ont suivi le tremblement de terre, la Croix-Rouge française a expédié sur place à Port-au-Prince, via la Martinique et la Guadeloupe, 4 avions chargés chacun de 40 tonnes de matériel, de véhicules, d'instruments de levage, d'hôpitaux de campagne, de matériel médical, et bien entendu surtout du matériel pour reconstituer de l'eau. 4 avions et ce matériel, ça reconstitue de l'eau pour 200 000 ou 300 000 personnes grand maximum. Et donc c'est pas suffisant, il faut continuer. Mais rien que cet envoi sur 48 heures de 4 avions sur Haïti, ça représente une somme de 900 000 euros. Puis plus tard, dans un deuxième temps, quand la première partie du drame sera passée, c'est-à-dire, disons, les 2 premiers mois, parce qu'on est encore loin, il faut donner à ce peuple, enfin, après cette terrible catastrophe, l'occasion de se reconstruire complètement. Après l'épidémie de grippe A et les intempéries du mois de janvier, les centres de dons connaissent une diminution du nombre de donneurs. À cette occasion, nous nous sommes rendus à l'établissement français du sang dans le quartier de Gerland. Un reportage de Maud Girard et Guillaume Rochon. Suite à l'appel lancé hier par l'EFS, une vingtaine de personnes se sont présentées aujourd'hui pour donner leur sang. Parmi eux, Célie, qui connaît bien le système. C'est la 2e année qu'elle fait acte de générosité. Quelque chose qui me tient à cœur en fait depuis un moment. Je suis infirmière aussi, donc c'est vrai qu'on voit dans les services, on a beaucoup de transfusions, de choses comme ça. Pourtant, malgré la mobilisation de certains, la collecte reste insuffisante. En période normale, l'établissement recense un stock de sang équivalent à 16 jours d'intervention. Aujourd'hui, il ne dispose que de 11 jours. Si les stocks diminuent encore, des hôpitaux pourraient être contraints d'annuler des interventions. On fait des bilans tous les jours, on a un histogramme qu'on suit. Après, nous, pour la région Rhône-Alpes, il est clair que dans les jours qui viennent, il faut qu'on prélève 500 poches de plus qu'est-ce qui est prévu au départ pour arriver à un stock à peu près normal. Mais l'EFS reste optimiste. Si le mois de janvier est habituellement une période creuse, l'appel et la générosité des Lyonnais devraient subvenir à leurs besoins dans les prochains jours. La 23e édition du Salon de l'étudiant de Lyon se tenait à la halle Tony Garnier du 15 au 17 janvier. L'occasion pour les étudiants et les lycéens de trouver une formation ou de se réorienter. Un reportage de Willy Pierre et Victor Garcia. Bonjour, une place pour le salon s'il vous plaît. Je vous remercie. Alexia est en 3e année de communication, mais elle se pose des questions sur ses études, son projet professionnel, bref, son avenir. Comme les 80 000 autres visiteurs, elle tente de trouver des réponses auprès des écoles, mais aussi auprès d'autres étudiants. Une façon de se faire des contacts, de déposer quelques CV, mais surtout de trouver la bonne formation. J'aimerais savoir que faire pour ma poursuite d'études. J'ai entendu parler du CEFAM, de l'international. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Oui, bien sûr. Alors le CEFAM, c'est une école qui est partenaire du groupe IGS. Nous avons une dimension internationale extrêmement forte, comme vous avez pu le constater. C'est notre spécificité, notre valeur. L'école existe depuis 24 ans, avec toujours la même vocation, c'est de former des jeunes directement après le bac ou au niveau master, en M1, M2 pour un MBA, à toutes les carrières qu'il y a en entreprise au niveau international. En tout, c'est plus de 500 stands et autant d'écoles, d'universités et d'entreprises qui sont installés dans la halle Tony Garnier. Ils viennent de toute la France, mais aussi de l'étranger, puisqu'il y a un secteur international. Le Salon de l'étudiant de Lyon, c'est le rendez-vous du genre le plus important de la région. C'est le rendez-vous pour s'informer sur l'orientation, pour affiner son projet. Sur 3 jours, en fait, on donne la possibilité aux jeunes et à leurs parents d'avoir toute l'offre, quasiment la totalité de l'offre en enseignement supérieur qui existe et de leur permettre en fait, de rencontrer, d'échanger. Ça, c'est très important en fait, de pouvoir discuter aussi bien avec des directeurs, avec des professeurs ou avec des étudiants. Et cette année, en raison d'une situation économique encore plus morose, les organisateurs remarquent un changement de comportement des jeunes étudiants. Ces derniers se tournent désormais plus volontiers vers les métiers porteurs qui recrutent, un choix qui reflète la peur du chômage. Près de 2 milliards de sandwichs ont été vendus en 2009 en France, un nombre qui n'a pas coupé l'appétit des Français malgré la crise. Dans cette boulangerie du 9e arrondissement, le sandwich reste roi. Un reportage de Karen Govou et Anne-Sophie Momchel. Jambon beurre, poulet crudité ou encore rosette, le sandwich à la côte. D'après une étude, le sandwich ne connaît pas la crise. Un prix bas et une qualité en hausse en font un repas idéal pour les étudiants. Je prends pas le temps chez moi de préparer des tupperwares ou des plats comme ça. Enfin, voilà. Je préfère manger un sandwich ici, qui est peut-être un peu plus sain qu'un kebab ou qu'une pizza. Dans cette boulangerie, le sandwich représente une part importante du chiffre d'affaires. S'il fallait compter que sur la boulangerie et la pâtisserie pour faire un chiffre d'affaires, on n'aurait pas monté une boulangerie de cette envergure, c'est sûr. Elle n'aurait peut-être pas été placée au même endroit aussi. Donc voilà, donc c'est maintenant une composante à prendre en compte pour l'implantation et la gestion d'une activité de boulangerie quotidienne. En février, une gamme de sandwichs équilibrés devrait voir le jour. Les recettes sont en cours de préparation avec un nutritionniste. À l'heure où le développement durable devient une préoccupation, les coiffeurs se mettent au vert. D'un côté, la fabrication artisanale et de l'autre, la vente de produits naturels. Le point avec Emmanuel Michaud et Marie Leclerc. Noyer, garance, camomille ou encore rhubarbe, toutes ces plantes peuvent colorer les cheveux. C'est la spécialité de Christian Roche, propriétaire d'un salon de coiffure lyonnais. Après avoir fait bouillir les plantes, le jus est récupéré et utilisé pour la teinture. Par exemple, un peu de camomille et de rhubarbe donneront une couleur blonde. Dans ces produits, tout est naturel, pas d'ammoniac ni de colorant chimique. Les clientes apprécient. C'est très intéressant, je trouve, surtout maintenant, qu'on voit qu'on fait de plus en plus de choses pour protéger. Donc, c'est un concept sympa et on verra ce que ça donne. À Lyon, les coiffeurs 100% bio sont plutôt rares. Entre consommation d'eau et d'énergie, difficile en effet de respecter totalement le développement durable. Certains coiffeurs ont d'ailleurs testé ces teintures naturelles, mais ont finalement abandonné. Ils préfèrent conserver seulement une gamme de produits végétaux à base d'huiles essentielles et d'argile. C'est pas facile, c'est un travail qui est pas facile et je crois que les fournisseurs qui fournissent ces produits sont à même encore à progresser. On arrive simplement au commencement de cette ère, je dirais, de la couleur végétale. Pour une couleur naturelle, il faut compter 10 € si elle est prête à l'emploi et jusqu'à 40 € chez un coiffeur. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, pour d'autres informations.